Hey! Bonjour à vous tous, mes chers résilients et résilientes. Bienvenue dans ce nouveau podcast sur l'Ayurveda, sur les doshas. Aujourd'hui, on va se plonger dans le monde du dosha Kapha, l'énergie de la stabilité, de la structure et de l'amour inconditionnel en Ayurveda. Si vous vous sentez bien ancré, plutôt patient, dans la vie en général, si vous connaissez quelqu'un qui incarne la douceur, la force tranquille, alors cet épisode est pour vous. On va décortiquer cette puissante combinaison de terre et d'eau. Découvrons ensemble donc les merveilles de Kapha. Ses défis quand elle est en déséquilibre, quand il est en déséquilibre, et surtout comment cultiver son harmonie pour une vie pleine de force, de compassion et de sérénité. Première partie, comprendre Kapha. Kapha est le troisième dosha. Il est principalement composé des éléments terre et eau. Imaginez la stabilité et la structure de la terre combinées à la fluidité et à la cohésion de l'eau. C'est cette synergie qui donne à Kapha ses propriétés uniques, la lourdeur, la douceur, la fluidité et la stabilité. Alors, pour information, on a tous de l'énergie Kapha dans notre organisme, sinon on ne pourrait pas assurer certaines fonctions ou ce serait très difficile. En revanche, comme pour les autres doshas, on l'a en quantité différente selon la personne. Et on peut considérer qu'on a une constitution strictement Kapha lorsqu'on a une majorité en pourcentage de cette énergie dans notre organisme par rapport aux deux autres doshas. Voilà. Mais on en a tous en nous. Alors, de manière générale, quelles sont les gunas, les qualités, c'est-à-dire les propriétés de cette énergie Kapha? Alors, Kapha est lourd. C'est la qualité, la propriété. Moi, je préfère parler de propriété, sinon on peut confondre certaines choses. C'est la propriété principale de Kapha qui a tendance à être lourd, stable, à prendre du poids. Kapha est également froid. Et Kapha n'aime pas le froid. Il a besoin de chaleur. Kapha est aussi humide, car relié à la présence d'eau, aux mucosités, à la douceur de la peau. Kapha est également lent. Les personnes Kapha sont souvent, donc strictement Kapha, sont souvent lentes dans leur mouvement, leur digestion, mais aussi leur apprentissage. Par contre, leur impact est durable. Kapha est doux. On peut justement retrouver la douceur de Kapha au niveau de la peau quand la peau est douce, les cheveux en général. Les Kaphas ont des cheveux qui sont plutôt doux, bien hydratés. On parle aussi d'une douceur émotionnelle, bien sûr. En général, les Kaphas sont assez doux, assez stables au niveau émotionnel et ils sont souvent, pas toujours en fait, mais souvent sont de nature bienveillante. Alors, on peut être Kapha Pitta et être émotionnellement très marqué par notre Pitta, mais être physiquement très Kapha. Donc, pour ceux qui ont une double constitution, c'est un peu plus compliqué. Mais les gens souvent qui sont Kapha pur, c'est-à-dire ils ont énormément de Kapha, peu de Vata et peu de Pitta en proportion, c'est souvent des gens qui sont très calmes, stables sur le plan émotionnel et assez bienveillants, souvent. Donc, Kapha est aussi stable.
Donc, grande stabilité physique, bon ancrage et mental, émotionnel. Kapha est aussi épais et dense. Associé à la structure physique. Voilà, Kapha dans le corps physique, c'est beaucoup la structure physique, c'est les tissus. Kapha est lisse, ce qui donne à la peau cet aspect lisse, ses cheveux soyeux. Alors, quelles sont les fonctions de Kapha dans le corps et l'esprit? Premièrement, Kapha, c'est la structure et la cohésion. Il assure la solidité du corps, la lubrification des articulations et la santé des tissus, donc des muscles, des os et des graisses. Kapha, c'est également l'hydratation. Il est responsable de la protection des muqueuses, de la salive, du liquide synovial. Le liquide synovial, c'est ce que l'on retrouve au niveau des articulations, pour lubrifier justement les articulations, entre autres. On retrouve également Kapha au niveau de l'immunité et de l'endurance. Kapha, c'est ce qui donne une certaine force physique, une certaine endurance. C'est une énergie qui n'est pas très rapide au premier abord, mais qui est très endurante. Et Kapha a quand même une bonne résistance aux maladies, bien que l'immunité d'une personne Kapha soit pas très réactive, elle est cependant durable. Voilà. Kapha, c'est aussi la stabilité mentale et émotionnelle. Il apporte la patience, la loyauté, la compassion, la mémoire à long terme, voire à très long terme. Où se manifeste Kapha dans le corps? Eh bien, Kapha se manifeste principalement dans la poitrine, dans les poumons, dans la gorge, dans la tête, les sinus, le nez, la langue, le pancréas, les articulations et les fluides corporels. Je ne sais pas si vous avez noté, mais on le retrouve beaucoup dans tout ce qui concerne les problèmes ORL, respiration, etc. L'hiver notamment, qui est une période Kapha, on a donc une production de mucus plus importante, et surtout dans ces zones-là, ce qui fait qu'on peut justement avoir une toux grasse, faire des infections au niveau pulmonaire, etc. Au niveau ORL, c'est ce qui fait qu'on est beaucoup plus malade en hiver que à d'autres périodes de l'année. Voilà. Alors, enfin, ce genre de maladie en tout cas. Voilà, les maladies hivernales, voilà, ce qu'on appelle les maladies hivernales. Partie numéro 2. Alors, Kapha, lorsqu'il est en équilibre, c'est la force tranquille. Alors, de quelle force on parle? Premièrement, les forces physiques. Donc, Kapha procure une endurance exceptionnelle. Il est capable de maintenir un effort physique sur de longues périodes. Kapha donne une constitution robuste, une bonne musculature, des os solides, moins sujet aux blessures. Alors, tout dépend de quelle blessure on parle. Mais voilà, déjà la structure est assez robuste. Immunité forte, Kapha, moins sensible aux maladies saisonnières. Alors, ça dépend de quelle maladie on parle. Faire attention l'hiver à la production de mucus qui peut justement provoquer des maladies, mais l'immunité derrière est pas très très rapide, mais très durable par contre. Enfin, vraiment durable. Kapha en équilibre, ça veut dire aussi des cheveux et une peau. Alors oui, j'ai parlé, donc j'ai bien précisé quand Kapha est en équilibre. Quand il est en excès, bien sûr, vous allez tomber malade. Voilà. Kapha en équilibre, c'est aussi des cheveux épais, soyeux,
et une peau saine, une peau douce, bien hydratée. Kapha en équilibre, c'est aussi un sommeil profond et réparateur. Au niveau des forces mentales et émotionnelles, Kapha, quand il est en équilibre, c'est le calme et la patience, la difficulté à être déstabilisé et une grande tolérance. Kapha en équilibre, c'est une personne, un être aimant et plein de compassion. Il se soucie profondément des autres, c'est un ami loyal et un soutien fiable. Un Kapha en équilibre a une mémoire à long terme considérable. Il apprend lentement, mais une fois qu'il retient les choses, souvent c'est pour la vie. Kapha en équilibre, c'est une grande stabilité émotionnelle. Il est moins sujet aux sauts d'humeur, il est plutôt stable. Voilà, au niveau émotionnel, il est équilibré. Quand il est lui-même en équilibre. Quand il est en équilibre, souvent, Kapha est plutôt généreux et protecteur. Il aime prendre soin des siens. C'est un pilier pour son entourage. Un Kapha équilibré au quotidien, ça donne quoi? Imaginez une personne sereine, qui gère le stress avec calme, qui est un excellent auditeur, voilà, une très bonne capacité d'écoute, qui offre un soutien indéfectible à ses proches et qui avance à son rythme, mais avec une détermination inébranlable vers ses objectifs sur le long terme, quand il est en équilibre, je précise. Parce que quand il est en déséquilibre, c'est pas évident pour lui de justement garder le cap. Alors, partie numéro 3. Le Kapha en déséquilibre. Donc, en déséquilibre, Kapha, qui normalement est stable, devient carrément stable en excès, c'est-à-dire il stagne complètement. Qu'est-ce qui peut causer ces déséquilibres? Eh bien, un excès de froid, d'humidité, de lourdeur, un manque d'activité physique, une alimentation trop riche, trop grasse, trop sucrée, un manque de stimulation mentale, une tendance à la sédentarité et au confort excessif. Donc ça, si vous êtes un Kapha strict, c'est-à-dire que vous n'avez pas de double constitution par exemple, évitez tout cela au maximum. Alors il y a des périodes de l'année où c'est plus difficile. En plein hiver, si vous vivez dans une zone où le froid est humide, vous serez sujet à certains déséquilibres. Et comment ça va se manifester? Eh bien, au niveau physique déjà, quand Kapha est en excès, déjà vous allez le ressentir au niveau du poids. Vous allez facilement prendre du poids, vous allez avoir de la difficulté à le perdre. Certaines personnes Kapha sont sujettes à l'obésité. Au niveau de la respiration, vous allez ressentir une congestion au niveau de la respiration, congestion nasale, toux grasse, certaines personnes peuvent faire de l'asthme. Vous allez de manière générale noter un mucus excessif dans tout ce qui est ORL, etc. Ça peut aussi être dans le tube digestif. Donc au niveau digestif, vous allez ressentir du coup une digestion lente, une certaine lourdeur après les repas, parfois même l'envie de vomir. Au niveau de votre énergie générale, vous risquez de vous sentir fatigué, une certaine forme de léthargie, une somnolence excessive, un besoin de beaucoup dormir, une difficulté à se réveiller, que ce soit le matin, le soir, etc. Peu importe, mais difficulté à se réveiller. Vous savez, ça nous arrive parfois, on se réveille et on n'arrive même pas à ouvrir les yeux tellement notre corps est lourd. C'est-à-dire que notre esprit est réveillé, mais le corps n'arrive pas à se mettre en marche. Ça, c'est vraiment la version d'un Kapha en excès.
Vous allez aussi avoir des gonflements dans votre corps, c'est-à-dire rétention d'eau, œdème. Au niveau de votre peau, vous allez avoir une peau grasse, une peau froide et pâle. Et au niveau de vos articulations, s'il y a un excès d'eau dans vos articulations, vous allez sentir qu'elles sont lourdes, douloureuses. Sensation de lourdeur, parfois même raide, tellement elles sont lourdes, ça vous fait mal, ça vous raidit, quoi. Au niveau mental et émotionnel, un CAFA en excès crée de la léthargie mentale. Donc une très grosse difficulté à se motiver, un manque d'enthousiasme, une certaine forme d'apathie, un attachement excessif aux choses, aux situations, aux personnes, donc peur du changement, possessivité, difficulté à lâcher prise au niveau matériel, au niveau émotionnel. En excès de CAFA, vous pourriez ressentir une certaine mélancolie, voire même une forme de dépression. CAFA crée une tendance à la tristesse, à la léthargie et au repli sur soi. Un CAFA en excès a tendance aussi à procrastiner, à toujours remettre les choses au lendemain, à s'entêter sur certaines choses, c'est-à-dire qu'il résiste beaucoup au mouvement, au changement, et il peut devenir accro à certaines habitudes. Il peut vraiment avoir de la difficulté à sortir de sa zone de confort. Au quotidien, un CAFA en déséquilibre, ça donne quoi? C'est une personne qui a du mal à se lever le matin, qui se sent lourd et fatigué d'abord donc après les repas, mais finalement presque toute la journée, qui a tendance à rester sur son canapé ou dans son lit, qui s'attache trop aux personnes, aux objets, qui a du mal à se lancer dans de nouveaux projets, qui préférera la sécurité et l'habitude. Et si vous avez ces attitudes, il est fort probable que vous nourrissez un déséquilibre de CAFA. Vous voyez, c'est un peu le serpent qui se mange la queue. Qui a commencé? Est-ce que c'est CAFA qui s'est déséquilibré ou est-ce que c'est vous qui avez pris ces habitudes? À vous de voir. Maintenant, je vais vous donner quelques conseils pour cette partie numéro 4 pour équilibrer CAFA. Alors, 3 mots d'ordre pour équilibrer CAFA. Stimuler. Donc, vous pouvez parfaitement user de stimulants. C'est le dosha très approprié pour consommer avec modération du café, du thé, voilà, ce genre de choses. Donc, stimuler, alléger, manger léger et bouger. Alors, donc pour équilibrer CAFA, on applique l'inverse de ses propriétés. On apporte de la chaleur, de la légèreté, du mouvement et de la stimulation. Et si possible, quand bien sûr la situation s'y prête, du changement. L'objectif, c'est de réchauffer et de sécher l'excès de lourdeur, de froideur et d'humidité. Au niveau de l'alimentation, les goûts à privilégier sont le piquant. Le piquant est assez stimulant, l'amer et l'astringent. Dans piquant, qu'est-ce qu'on entend? On entend gingembre, poivre noir, piment, cannelle, clou de girofle. Franchement, CAFA, bien sûr, avec modération, faut pas non plus en abuser, puisque sinon vous pourriez déséquilibrer votre pitta. On en a tous en nous, même quand on est CAFA. Avec modération quand même, mais vous pouvez à peu près utiliser tous les épices, même les plus piquants. Voilà. Donc piquant, on a dit gingembre, poivre noir, piment, cannelle, clou de girofle. Ça aide à stimuler la digestion et le métabolisme. Voilà. La saveur amère.
vous avez quoi? Des légumes verts amers comme le chou frisé, la roquette, du curcuma, le curcuma est amer, le fenugrec, donc cette épice qui est absolument formidable, qui rééquilibre les hormones d'ailleurs, alors avec modération aussi, parce que ça peut du coup déséquilibrer au final, si vous en abusez. Alors, cette saveur amère, elle aide à nettoyer et à alléger l'organisme. Pour la saveur astringente, on a des pommes, des grenades, les légumineuses comme les lentilles, les pois chiches, etc., les brocolis, qui aident à sécher l'excès d'humidité. Alors, les aliments à réduire et à éviter. Eh bien, au niveau des saveurs, vous avez la saveur sucrée, donc ça c'est à réduire. Salé aussi, salé puisque le sel retient l'eau. Et l'acidité, c'est pas terrible non plus pour CAFA. Les aliments à limiter, alors vraiment, les produits laitiers à limiter. C'est très lourd pour l'organisme. Il y a des produits laitiers plus lourds, certains que les autres. Donc par exemple, le fromage, les yaourts, on évite. Les desserts riches en graisse, les desserts riches donc en sucre, en graisse, les graisses saturées, les aliments frits, le blé. Le blé, c'est un aliment assez lourd en fait. C'est pour ça que les Vata, qui ont aussi besoin de légèreté, ont du mal eux aussi à les digérer. C'est pour ça que certains ont des intolérances alimentaires aussi, c'est dû à des déséquilibres énergétiques, entre autres. Le riz blanc. Éviter le riz blanc, c'est une saveur sucrée assez importante. Les viandes lourdes, viande rouge surtout. Et les jus de fruits sucrés. Évitez au maximum le sucre. Voilà. Donc les graisses, les sucres, vous n'avez pas besoin de ça en excès, hein, vraiment. Conseil de cuisson. Alors préférez les cuissons légères, à la vapeur, éventuellement au four ou sauter rapidement. Évitez surtout les fritures. Pour les CAFA, les fritures, c'est mortel, entre guillemets. Température. Alors, vu que CAFA est froid, il faut que vous mangez des aliments chauds et légers. Contrairement à Vata qui a besoin d'aliments certes chauds, mais lourds. Buvez des infusions chaudes régulièrement. Des infusions surtout stimulantes. Du gingembre, des infusions aux épices comme la cannelle, etc. Évitez les boissons froides ou glacées. Au niveau des rythmes de repas, CAFA digère vraiment pas facilement, mais beaucoup de temps à digérer, donc mangez 2 repas par jour, voire 3 si vraiment vous ne pouvez pas faire autrement, mais si vous pouvez ne manger que 2 fois par jour pour perdre du poids, ce serait vraiment l'idéal. Évitez surtout les grignotages. Quelque chose qui peut vraiment être bénéfique pour CAFA, contrairement aux 2 autres doshas, c'est de jeûner. De temps en temps, un jeûne intermittent léger peut être très bénéfique. Par exemple, tous les soirs, vous finissez de manger à 20h et vous reprenez le lendemain, pas directement en vous levant, quoi. Vous pouvez attendre 1h, 2h, 3h, voire même au-delà, c'est-à-dire juste manger à partir du repas du midi, tout simplement. CAFA, c'est vraiment, contrairement aux autres doshas, c'est vraiment le dosha qui peut parfaitement se passer de manger le matin ou de manger le soir, par exemple. Ou qui mange seulement le matin et le soir, par exemple. Voilà. Mais n'hésitez pas à faire peut-être pas tous les jours, mais régulièrement, un petit jeûne intermittent ou un jeûne d'une journée, c'est très bénéfique pour CAFA. Surtout après des périodes d'excès
et donc de déséquilibre de kapha assez important. Quoi d'autre? Alors attendez, là j'ai un petit problème. Au niveau de votre mode de vie. Alors, kapha a besoin d'être stimulé au quotidien. Ça doit faire partie de sa routine. Il est préférable que kapha se lève tôt avant le lever du soleil, c'est préférable. Si c'est possible. Et d'éviter les siestes pendant la journée, surtout des siestes prolongées. Si vraiment vous avez besoin de faire une sieste, ça doit vraiment être une petite sieste qui ne doit pas excéder, je dirais, 20 minutes. Kapha est censé faire de l'activité physique un peu chaque jour et doit privilégier des exercices intenses et stimulants qui vont le faire transpirer. La course à pied, le vélo, la danse intense, des sports d'équipe, du yoga très dynamique, donc vinyasa ou ashtanga. Évitez la sédentarité et les activités trop calmes. Quand faire vos activités physiques? Idéalement le matin, pour stimuler pour toute la journée. Au niveau de la gestion du stress et des émotions, kapha a besoin d'être stimulé. Il doit s'engager dans des nouvelles activités régulièrement. C'est très important qu'il ne soit pas trop routinier. Enfin, il faut qu'il ait une routine, mais il est important qu'il cultive le changement, la découverte, l'apprentissage de nouvelles choses pour stimuler son esprit. Il doit parfaitement embrasser le changement et il doit sortir de sa zone de confort. Il doit éviter l'isolement, maintenir des liens sociaux sains et actifs. Ce qui peut être pas mal pour kapha au niveau des respirations, pranayama. On a kapalabhati, donc c'est la respiration du feu. C'est une technique respiratoire qui doit être évitée pour les pitta, puisque c'est extrêmement stimulant et ça peut augmenter le feu intérieur. Mais pour les kaphas, c'est absolument génial. Kapalabhati, vous cherchez ça sur Internet, c'est une technique de respiration qui vise à stimuler le feu intérieur. Ça va vous aider, donc ça va vous stimuler votre énergie de manière générale et surtout stimuler votre métabolisme, votre appareil digestif. On a aussi la respiration du soufflet de forgeron, qui pareil, c'est une technique de respiration pour chauffer et stimuler. Au niveau des soins corporels, vous pouvez, avec une huile légère, pas des huiles lourdes, sinon ça va alourdir votre organisme, des huiles légères et chauffantes. Voilà, vous pouvez faire chauffer l'huile ou vous cherchez surtout des huiles qui sont chauffantes, comme l'huile de moutarde ou de sésame par exemple, ou vous pouvez faire ça avec une poudre sèche qui s'appelle Garshana. Ça s'écrit G-A-R-S-H-A-N-A. Il est préférable pour vous de prendre des douches chaudes. Les douches chaudes sont stimulantes et réchauffantes en même temps. Au niveau de l'environnement, entourez-vous de couleurs vives et stimulantes, comme le orange, le rouge, le jaune. Aérez bien votre intérieur. Au niveau du mental et des relations, osez le changement. Acceptez de bousculer vos habitudes. Évitez de stagner. Ne vous laissez pas aller à la léthargie. Quand vous êtes, en fait, il faut savoir que le kapha, c'est une énergie qui se stimule et se travaille. Vous aurez une bonne énergie si vous vous stimulez, si vous ne vous laissez pas aller à la léthargie. Des fois, on croit que quand on est fatigué, on a besoin de se reposer, voire de dormir. C'est vrai pour vata. C'est parfois vrai pour pitta. Kapha,
Bon, sauf bien sûr quand on a fini notre journée, quand on a fini son labeur, etc. Mais Kapha léthargique, s'il veut retrouver de l'énergie, il doit être stimulé. Kapha s'équilibre bien aussi quand il est dans le partage, dans un partage qui est équitable. Un donner-recevoir qui est équitable et qui se fait dans la légèreté. Kapha doit aussi éviter absolument la possessivité. Et doit se fixer des objectifs clairs et s'y tenir pour éviter la procrastination. Voilà. Il vaut mieux en faire un petit peu chaque jour plutôt que de stagner vraiment en fait. Même si vous en faites un tout petit peu, vous en faites. Et c'est déjà très bien. Voilà, nous avons exploré ensemble en profondeur ce merveilleux dosha Kapha. Comprendre cette énergie, c'est se donner les clés pour cultiver sa force, sa compassion, sa stabilité naturelle, tout en évitant les pièges de la lourdeur et de la stagnation. Un Kapha équilibré est un pilier de force, d'amour, de résilience pour lui-même et pour le monde. Alors, chers auditeurs, est-ce que vous avez ressenti cette douce présence Kapha en vous ou chez vos proches? Quelles actions vous pourriez intégrer à vos routines dès aujourd'hui pour activer ou équilibrer cette belle énergie? Rappelez-vous, l'Ayurveda, c'est une invitation à l'équilibre, à l'harmonie, c'est pas une contrainte. On n'est pas là pour viser la perfection, on est là pour faire ce qu'il faut plutôt que de suivre des injonctions contradictoires à votre bien-être, pour vous rééquilibrer. Parce que parfois, il y a tellement d'injonctions au niveau de la santé et du bien-être sur Internet, on ne sait plus trop quoi faire. Il y a des choses qui fonctionnent pour certains types de profils et d'autres pas. Et je vous encourage aussi, bien sûr, à toujours rester à l'écoute de votre corps. C'est pas parce que je dis quelque chose qu'il faut absolument suivre à la lettre ce que je dis. Écoutez votre corps et réajustez des choses au fur et à mesure. Chaque petit pas compte sur ce chemin de connaissance de soi. Et puis, selon les saisons, selon les moments de votre vie, vous aurez plus ou moins besoin d'équilibrer votre kapha. Et parfois, vous aurez besoin d'équilibrer vos autres doshas, surtout si vous avez une double constitution, c'est encore plus compliqué. Mais faites particulièrement attention durant la période de l'hiver et je dirais le premier mois du printemps aussi. Voilà, donc merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Je vous invite à le liker, à vous abonner si vous le souhaitez, à activer la cloche pour ne rien manquer de tous ces podcasts sur l'Ayurveda. N'hésitez pas aussi à le partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Et surtout, si vous avez besoin d'une consultation en thérapie holistique, n'hésitez pas non plus à me contacter, vous trouverez mes coordonnées dans la barre d'infos. En tant que thérapeute holistique, je ne pratique pas que l'Ayurveda, je suis aussi naturopathe, je fais de la massothérapie, je fais du développement personnel, je me forme en ce moment au TCC, donc thérapie cognitive et comportementale. Voilà, donc n'hésitez pas. Et je fais aussi de la tarothérapie. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas non plus à aller sur mon site internet résilience-du6 natureetintuitive.com. Voilà, un immense merci à vous et je vous dis à très très bientôt pour un nouvel épisode. Prenez bien soin de votre corps et de votre esprit. Je vous embrasse, un gros bisou.